que peut leur permettre la maçonnerie quand elle est bien vécue et quand on a aussi saisi. Donc je pense qu'on parlait d'utopie tout à l'heure. Non, ça n'est pas une utopie, si d'ailleurs c'en était une, on est là aussi pour la refaire continuer. Et donc, pour ce qui est de la Grande Loge féminine, elle s'est étendue sur d'autres continents, mais aussi, c'est aussi toujours dans le fait que nous souhaitons, quand elles sont assez nombreuses, elles aussi prendre leur indépendance et devenir des obédiences, puisque c'est ainsi que ça s'appelle, des obédiences nationales dans leur pays. Toutes sont citoyennes, toutes ont un rôle dans leur pays, et je vous assure que c'est parfois un vrai bonheur, et je pense qu'en France, nous n'imaginons pas toujours encore ce que nous avons acquis et ce que nous devons défendre et être vigilants pour le défendre et continuer à le porter dans le monde. Merci Denise. Je voudrais rajouter un tout petit mot sur cette notion d'universalité. La présence dans un débat et dans un colloque comme le nôtre, pour la première fois, d'obédience féminine, de l'importance que vous avez soulignée, c'est une preuve d'universalité déjà. Je crois que la maçonnerie féminine, elle est reconnue depuis fort longtemps, mais on lui donne enfin toute sa place. Et je voudrais insister aussi sur, sans tomber justement dans le colonialisme, mais incontestablement, une dimension maçonnique se développe maintenant. Elle a une dimension qui va fatalement être un petit peu universelle en Afrique. Parce que nos obédiences, d'autres obédiences bien sûr, mais votre obédience, la vôtre, et la nôtre bientôt, puisque nous allons créer la Grande Loge traditionnelle et symbolique d'Afrique, qui va fonctionner selon les mêmes principes et la spécificité de pratique des rites qui sont les nôtres. C'est aussi une preuve un petit peu d'universalité et de la façon dont la pratique maçonnique peut apporter quand même une réponse à ce besoin d'identité et de construction. Merci Bernard. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un humanisme de combat aussi ? Oui, alors, oui, absolument. Je souhaite simplement informer mon ami Bernard de Bosson que lors de la première manifestation organisée il y a 3 ans, j'avais invité déjà une sœur de la Grande Loge féminine de France qui est intervenue dans une des tables rondes et qui a été extrêmement brillante. Elle était neuropsychologue, je crois, et nous a fait une démonstration tout à fait sensationnelle. Et par conséquent, la grande maîtresse à l'époque n'était pas disponible, sans quoi elle aurait déjà été présente. Voilà, donc... Oui, tout à fait, absolument, et la dignité humaine en 2000. Oui, alors donc, humanisme défensif ou de combat ? Moi, je suis le tenant d'un humanisme de combat. Alors, pour quelle raison ? Alors, simplement une remarque. Vous connaissez peut-être la formule de Bertolt Brecht qui s'adresse à Piscator, le metteur en scène, Erwin Piscator, et qui dit « L'ennui avec les intellectuels, c'est que ça commence dans les bons sentiments et ça finit dans la gueule de bois. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que l'humanisme de la Renaissance du XVIIIe, ça commence dans les bons sentiments et ça finit dans la gueule de bois des goulags, des camps et d'Hiroshima. Les goulags, les camps et Hiroshima ont été considérés par les penseurs de la déconstruction comme le point culminant de la déconstruction de l'humanisme tel qu'il nous a été légué par les hommes de la Renaissance du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et il faut dire que comme gueule de bois, ça se posait là puisque les morts se sont comptés par millions et millions. Et Hiroshima, c'est le point culminant de la science la plus pointue, l'hyper-technologie scientifique mise au service d'une pulsion de mort absolument terrifiante. Bon, parvenir sur les causes politiques pour lesquelles les choses ont été ce qu'elles ont été, mais effectivement, on ne peut plus penser l'humanisme en 2010 comme on l'a pensé avant les goulags, les camps et Hiroshima. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a tendance aujourd'hui à penser que les barbaries totalitaires, c'est sûr, sont derrière nous. Ben, c'est clair, moi je ne vois pas arriver à l'horizon, même si au contraire de la thèse portée par Francis Fukuyama il y a maintenant une 12aine d'années, qui était la thèse de la fin de l'histoire, c'est un article célèbre qui a fait le tour du monde et qui a été discuté beaucoup. Fin de l'histoire, pourquoi ? Parce qu'en 89, le mur est tombé, le monde n'était plus bipolarisé. À l'époque, le monde était bipolaire, il y avait d'un côté les bons et les mauvais, il y avait les blancs et les rouges, et donc le mur tombe, c'est, selon Fukuyama, la fin de l'histoire. Et Samuel Huntington arrive juste après et dit « Mais non, c'est pas la fin de l'histoire. On se prépare le clash des civilisations. Et simplement, les conflits auront un autre aspect que des conflits idéologiques. Ce seront des conflits de culture qui voudront s'imposer les unes aux autres. Et c'est un peu ce que nous voyons. Et Huntington est mort il y a 1 an ou 2, je ne sais plus.
plus très bien, mais Huntington dirait, ou a dit d'ailleurs, que dans l'effervescence des fondamentalismes et les terrorismes hyper violents qui sont à l'œuvre dans nos sociétés depuis quelques années, il voyait comme, je dirais, les prémices de ce clash des civilisations. Alors ça me fait penser à une autre formule, non pas de Brecht, mais de Julia Kristeva, qui dit « On est coincé aujourd'hui entre les nihilismes contemporains, d'un côté, les nihilismes contemporains, et de l'autre côté, les fondamentalismes religieux qui ont pris la place des extrémismes idéologiques. » Eh bien, ça ressemble un peu à ça, avec une petite nuance qui est la suivante. C'est que j'ai le sentiment que le danger aujourd'hui qui perturbe nos sociétés, et de quelle manière, et ce terrorisme aveugle qui, parfois, envoie des femmes et des enfants au sacrifice pour tuer, c'est un danger extrême, c'est une difficulté absolue et extrêmement difficile à prévenir, à maintenir, à cerner, à contenir dans un périmètre, mais je crois que nous laissons passer, parce que cela est extrêmement visible, une autre forme de barbarie qui me semble être beaucoup plus subtile et qui est la barbarie douce de la technologie. La barbarie technologique, c'est quoi? C'est ce qui se passe lorsque la pensée et la mise en œuvre de la technique deviennent des valeurs supérieures à la mise en œuvre et à la pensée de l'humain majuscule. Je m'explique. Lorsque vous observez aujourd'hui et que vous allez sur un site d'une association que vous connaissez peut-être, qui s'appelle World Transhumanist Association, en français dans le texte Association transhumaniste mondiale, vous voyez des scientifiques de très très haut niveau, il y a quelques prix Nobel dans l'équipe qui réfléchit à ça, et que vous observez dans la charte de constitution de l'Association transhumaniste mondiale, l'article 3 ou 4, je crois, qui dit à peu près la chose suivante, l'esprit sinon la lettre, je n'ai pas la lettre précisément en tête, et qui est la suivante: nous transhumanistes voulons aller vers le post-humain, c'est-à-dire que nous voulons aller vers ce qui n'est plus de l'humain, mais qui sera du post-humain. Et comment caractérise-t-il le post-humain? Il le caractérise de la manière suivante: la technologie nous donne aujourd'hui, à nous transhumanistes, tous les moyens qui doivent nous permettre, nous, êtres humains, d'aller vers le post-humain, qui sera un être dont les capacités intellectuelles, dont les capacités physiques et dont les capacités reproductives seront sophistiquées et augmentées. En analysant cette formule, je n'ai pas trop à dire sur l'augmentation des capacités physiques et des capacités intellectuelles. Je trouve ça même plutôt sympa, augmenter nos capacités physiques, la médecine essaye de le faire tous les jours, et tant mieux. Augmenter nos capacités intellectuelles, oui, pourquoi pas? Lorsqu'on observe l'évolution des neurosciences, des sciences cognitives aujourd'hui, on se rend compte que si l'on peut demain augmenter les capacités de notre mémoire, oui, pourquoi pas? Mais là où je coince complètement, c'est lorsqu'il est question d'augmenter nos capacités reproductives. Car vous comprenez bien que lorsqu'il est question d'augmenter les capacités reproductives, ce n'est pas sur le plan quantitatif que les choses se jouent. Ce n'est pas vraiment le problème, mais c'est sur le plan qualitatif. Lorsque vous observez aujourd'hui que dans certains laboratoires des pays qui sont les nôtres, pays formidablement développés, où la richesse que nous produisons tous les jours est exceptionnelle, qui fait que, alors ça a un caractère un peu démago ce que je dis là, mais qui fait qu'on se demande parfois pourquoi dans des pays qui produisent autant de richesses, on n'a pas trouvé la solution pour faire en sorte que la part de l'humanité qui crève de faim continue de crever de faim, les hommes, les femmes et les enfants compris. Mais bon, on ne va pas régler le problème là tout de suite.